auto-immune en fait, qui appartient aux conjonctivites, qui est assez rare et complexe, en fait, qui regroupe en fait, des manifestations multisystémiques sur la peau et les organes, les différents organes internes. En fait, c'est une maladie rare qui touche une sur 10 000 et avec une prédominance féminine. Euh, en fait, pardon. Ok. Oui. Et c'est une maladie, en fait, c'est la connectivité qui donne le plus de mortalité, avec une mortalité qui est standardisée par rapport à l'âge, qui est multipliée par 3. Et la cause de mortalité est surtout liée à des atteintes cardiaques et respiratoires, que ce soit la pneumopathie interstitielle et l'HCAP, surtout en premier. Par rapport à la pathogénie, en fait, il y a trois composants dans cette maladie. Il y a en fait, la composante vasculaire, puis la composante inflammation par une atteinte vasculaire avec une atteinte endothéliale. C'est pour ça que la majorité des patients atteints du sclérodermie ont un syndrome de Raynaud qui est quasi euh, constant, à une certaine prédisposition génétique, après une exposition à des facteurs environnementaux. Et cette atteinte vasculaire, en fait, avec une atteinte surtout endothéliale qui est à l'origine d'une réaction inflammatoire in situ qui s'amplifie avec production en fait, de certains auto-anticorps et une inflammation non contrôlée. Il va y avoir des dommages au niveau des différents organes et avec une cicatrisation mauvaise et un dépôt de collagène qui produit en fait la fibrose qu'on voit dans les différents organes. Donc, on a euh, en fait, il y a un bruit qui dérange. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok. Donc, ces manifestations, en fait, ce régime, hein, les manifestations vasculaires qui sont surtout le syndrome de Raynaud, l'HTAP, la crise rénale sclérodermique, les manifestations inflammatoires qui sont surtout, euh, en fait les altérations de l'état général, les polyarthralgies, les arthrites, les myalgies, les faiblesses musculaires et les atteintes fibrosantes qui détruisent. Nassim, excuse-moi, on ne voit pas la vidéo, en fait, ta présentation, on ne la voit pas. Ah oui? Essaye de partager, oui, essaye de J'ai partager ta présentation. j'ai partagé. Non, non, on ne la voit pas, au fait. Elle est partagée. Ah bon? Je la vois Oui, pas. Pourquoi? oui. Si on Bizarre. la voit. Moi, je la vois pas, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Vas-y, vas-y. Attends. Très bien. Et maintenant, Amine, tu arrives à Oh, c'est voir? pas grave, hein. Vas-y, vas-y, continue. Vas-y, Nassim, continue, il n'y a pas de souci. C'est bon. Donc, c'est les différentes manifestations de la maladie et que selon en fait, en rapport à sa pathogénie. Donc, on a plusieurs manifestations cliniques. Et la première, c'est surtout le syndrome de Raynaud, en fait, en fait, qui est un syndrome assez fréquent qui touche 10 à 20% de la population générale. Mais dans la sclérodermie, en fait, c'est un signe qui est quasi constant. On le trouve dans 90 à 95%. Donc, devant un syndrome de Raynaud que vous pouvez voir en consultation. Donc, il faut une démarche diagnostique assez rigoureuse avec un interrogatoire pour voir s'il y a en fait, une prise médicamenteuse qui peut induire ce syndrome de Raynaud, en fait, qui est un phénomène vasomoteur en fait, qui est composé de trois phases. En fait, une phase syncopale qui est la phase blanche, où le doigt est cyanosé, puis c'est lié vraiment à une vasoconstriction capillaire
Donc, le sang n'arrive plus. Donc, c'est pour ça qu'on a cet aspect en fait, blanc des doigts. Puis, on a la cyanose, puisque le sang n'est plus oxygéné. Puis, on a une vasodilatation, c'est comme la migraine. Et à ce moment-là, en fait, on a une hyperémie, en fait, un doigt rouge. C'est pour ça qu'on a les trois faces, blanc, bleu et rouge. Et à cette phase-là, en fait, c'est douloureux. Je vous ai dit par rapport à la démarche diagnostique, il faut bien un interrogatoire. En fait, il faut voir est-ce que le patient a une profession manuelle. Et il y a deux examens clés qui sont la capillaroscopie. En fait, c'est un examen qui permet de voir par microscope en fait, les capillaires et voir s'il y a des anomalies capillaires. Ou bien, en fait, il faut aussi rechercher les facteurs antinucléaires. Pourquoi ces deux examens? En fait, parce que grâce à ces deux examens, quand on a un réno plus des anomalies capillaroscopiques qui sont dans le spectre de scléroderma paterne composé de mégacapillaires, des atteintes en fait, des capillaires en fait, qui explosent avec des micro-hémorragies, puis une réaction vasculaire, puis apparition de nouveaux vaisseaux. Ça, c'est le scléroderma paterne. Si on a ça, plus le réno, plus des facteurs nucléaires positifs, le risque de développer une sclérodermie est à 65% dans les 5 prochaines années. C'est pour ça que ces deux examens sont des examens clés dans la surveillance. Même si le patient n'a pas de maladie, le fait qu'ils sont positifs, donc il faut surveiller le patient de plus en plus précocement. Et après, si les examens sont négatifs, en fait, le risque que ce patient développe un syndrome des rénaux est de 3% dans les 5 années. Les manifestations cutanées, en fait, ne se résument pas qu'au syndrome de Raynaud. La manifestation aussi cutanée principale de la sclérodermie et en fait, de là qu'on nomme la maladie sclérodermie, en fait, c'est la sclérose cutanée. La sclérose cutanée, en fait, c'est la peau qui devient dure. Et il y a trois phases de sclérose cutanée. En fait, la phase œdémateuse, en fait, au début, la peau, on dirait qu'il y a un œdème. Qu'elle est œdémaciée. Après, il y a la phase sclérosante et à la fin, en fait, il y a la phase atrophiante. C'est pour ça, en fait, dans la sclérodermie, la sclérose, on voit la sclérose surtout les premières années. Après, cette sclérose a tendance de diminuer progressivement. Et c'est par rapport à cette sclérose qu'on peut définir la sclérodermie en sclérodermie diffuse quand ça dépasse les coudes et les genoux vers le tronc, ou limité, c'est quand ça touche seulement les mains ou bien les avant-bras ou les jambes. Le visage, on ne prend pas en compte en fait, la sclérose au niveau du visage. Euh, donc, il faut scorer de façon objective cette sclérose par un score de Rodnan. En fait, c'est un score en fait, qui chiffre la sclérose de 0 à 3. 0, s'il n'y a pas de sclérose. 1, en fait, il y a un doute. Donc, il faut pincer la peau pour savoir. 2, il y a une sclérose. Et 3, c'est une sclérose, en fait, très importante. La peau est vraiment dure. Euh, donc, il y a une variabilité inter-praticien de 15%. Et pour dire qu'une sclérodermie s'améliore ou non, c'est généralement, il faut que ça dépasse les 25% du score de Rodnan. Après, on a l'aspect de doigt boudiné. L'aspect de doigt boudiné, quand on a vu la pathogénie, ça commence toujours la sclérodermie par une atteinte vasculaire, puis une atteinte endothéliale. Cette atteinte endothéliale, ça donne une fuite un peu en fait, des liquides vasculaires. Et c'est ça qui donne un œdème au niveau des doigts assez important. Et ça donne un aspect de doigt boudiné. C'est comme un saucisson, si on peut dire ça. Après, la sclérose, quand ça touche le visage, ça peut donner en fait, une disparition des rides et la bouche devient petite. On appelle ça la microstomie avec une limitation de l'ouverture de la bouche. On fait des manifestations vasculaires avec apparition d'ulcération au niveau des bouts des doigts. Comme vous savez, en fait, au bout des doigts, la vascularisation est termino-terminale. Donc, quand il y a une vasoconstriction, en fait, les bouts du doigt en fait, souffrent et ça peut cicatriser, voire se nécroser. On peut avoir des ulcérations et des nécroses. Après, il y a la calcinose qui peut survenir
et qu'on n'arrive pas à expliquer jusqu'à ce jour. Et on peut avoir les téléangiectasies dans la sclérodermie. On peut avoir d'autres manifestations qui sont en fait, la dépigmentation, l'hyperpigmentation, des troubles de pigmentation aussi. En fait, quelques exemples par rapport à ces anomalies. En fait, la sclérose qu'on voit au niveau des doigts qui sont assez durs, l'ulcération, ici vous voyez sur la photo en bas à gauche, les nécroses digitales qui peuvent arriver jusqu'à l'amputation, la microstomie, les télangiectasies ici en haut et les calcinoses. Manifestations articulaires en fait, et musculaires, c'est des manifestations assez fréquentes. On les trouve dans 50 à 60%. C'est pas des manifestations, en fait, c'est souvent des arthralgies de caractéristiques inflammatoires, rarement d'arthrite, mais on constate que dans les sclérodermies, il y a beaucoup de ténosynovites et la friction des tendons, en fait, quand on bouge les doigts, on a un aspect de cuir, en fait, de cuir, le sang comme si qu'on frotte du cuir. Ça, c'est un marqueur pronostic. Donc, ça témoigne qu'il y a une fibrose qui commence. Donc, il faut tenir compte de ça. Et si on fait des IRM, en fait, on peut. Vous m'entendez? Oui, 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 oui. On Non, peut non. trouver en fait des hypersignaux qui témoignent d'une inflammation des ténosynovites. Ok, en fait, des ténosynovites. Après, avec le temps, ces tendons peuvent se rétracter et on peut avoir en fait un aspect de vraiment doigt rétracté, ce qui handicape beaucoup les patients. C'est pour ça qu'il faut vraiment une kinésithérapie importante dès le début. Et après, on peut avoir comme manifestation osseuse, surtout des résorptions osseuses liées à l'atteinte vasculaire. Les atteintes musculaires, c'est surtout les myalgies, les faiblesses musculaires et carrément parfois des myosites. On appelle ça des scléromyosites. Ça peut être lié à la sclérodermie, mais ça peut être aussi lié à un chevauchement avec d'autres maladies qui sont les myopathies inflammatoires, les anticorps qui sont assez fréquemment retrouvés. C'est les anti-PMSCL dans cette situation, mais on peut aussi retrouver les anti-KU, les anti-GO dans les syndromes de chevauchement et les anti-UA-RMP. Après, la manifestation qui est grave, qu'il faut vraiment rechercher, c'est surtout les atteintes interstitielles. En fait, c'est l'atteinte pulmonaire. La pneumopathie interstitielle, en fait, c'est des manifestations surtout fibrosantes. En fait, il y a plusieurs types de pneumopathie interstitielle. On a la pneumopathie interstitielle non spécifique qu'on retrouve fréquemment dans la sclérodermie dans 70% des cas, mais on peut retrouver aussi les fibroses, les UIP, en fait, les fibroses comme les fibroses pulmonaires en fait, classiques. On les retrouve dans 10 à 20% des cas, mais on peut retrouver aussi des pneumopathies organisées. Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout les PINS, en fait, les pneumopathies interstitielles non spécifiques, qui sont caractérisées par la présence de vers dépolis qui commencent du bas vers le haut, de la périphérie vers le centre. Et après, ce ver dépoli va progressivement évoluer vers une fibrose avec des rétractions des bronchectasies, puis l'apparition en fait, d'une vraie fibrose avec comment on appelle ça en fait, j'ai oublié le Rayon terme, de miel. le Rayon de rayon de miel. miel. C'est exactement ça, le rayon de miel qui est en fait un territoire aérien non fonctionnel. Donc il faut ces pneumopathies interstitielles, en fait, ils peuvent être découverts de façon assez fortuite dès le début de la maladie. On retrouve ça généralement dans 10 à 20% des cas, mais ça peut être symptomatique. On espère en fait toujours découvrir ça avant que ça soit symptomatique. Les symptômes, ça peut être de la dyspnée, de la toux. À l'auscultation, on peut retrouver des fins crépitants au niveau des deux bases pulmonaires. Et au stade tardif, ça peut données de l'insuffisance respiratoire oxygéno-récurrente euh, et c'est en fait, le pronostic fonctionnel est lié beaucoup à cette atteinte-là. Le diagnostic se fait surtout par le scanner qui retrouve les lésions que je vous ai décrites tout à l'heure et aussi en fait l'exploration fonctionnelle respiratoire qui retrouve souvent un syndrome restrictif et aussi une baisse de la DLCO. Il faut toujours faire un gaz du sang pour voir ce qu'il y a une vraie hypoxie et pour évaluer le retentissement clinique. Il faut faire un test de marche de 6 minutes et voir est-ce que le patient désature à la marche. Ça peut être un reflet de la pneumopathie interstitielle, mais aussi d'une HTAP sous-jacente.
Faire attention quand on interprète une radiologie dans le cas de sclérodermie parce qu'il y a un surrisque de cancer du poumon. En fait, c'est comme toutes les maladies, c'est comme la cirrhose, quand il y a une fibrose, une cicatrisation, une mauvaise cicatrisation, il y a toujours un risque d'un cancer. Et c'est Juste, excuse-moi, difficile Oui, excuse-moi, juste pour rappeler les participants qu'on a une version gratuite Zoom. Donc, on a dans 9 8 minutes, ça va se redémarrer, hein. On va redémarrer la réunion parce qu'on n'a que 40 minutes de temps gratuit. Allô? alors, Oui. Donc, dans 10 minutes, on va redémarrer la réunion parce qu'on a que 40 minutes de temps gratuit sur Zoom. Oui, d'accord, merci. Voilà. Vas-y, ok. merci, hein. Très bien, donc j'étais dans en fait, il faut faire attention au surrisque de cancer du poumon. En fait, la pneumopathie interstitielle est surtout liée en fait, on la trouve surtout dans les formes diffuses. Je vais parler des formes cliniques, mais surtout les formes diffuses avec présence des anticorps anti-SCL 70. La pneumopathie interstitielle et l'étendue de la pneumopathie interstitielle est un marqueur pronostic. Donc, il y avait ces travaux de M. Go qui a bien montré, en fait, quand il y a une atteinte étendue qui est définie par une atteinte qui dépasse les 20% sur le scanner. En fait, vous vous rappelez tous, lors du Covid, en fait, on mesurait l'étendue de l'atteinte des vers des polis. C'est pareil, en fait, c'est la même technique. On évalue ça. Si ça dépasse les 20%, en fait, c'est un vrai marqueur pronostic. Vous voyez ici la courbe du survie à droite, à gauche. Et après, il y a des zones d'ombre entre le radiologue, il ne peut pas définir est-ce que vraiment la l'atteinte interstitielle dépasse les 20% ou non. Et à ce moment-là, on va utiliser les EFR et on utilise surtout les FVC. Je vais vous expliquer pourquoi les FVC et pas les CPT. Euh, En fait, pour définir si ça dépasse les 70%, c'est un critère assez objectif, ou moins de 70%. Donc, ça, quand ça dépasse les 70%, donc on est devant une atteinte limitée, le pronostic est meilleur. Et quand c'est supérieur à 70%, inférieur à 70%, ça veut dire que l'atteinte interstitielle est diffuse. Et le pronostic, vous voyez à la courbe de survie en bas à droite que vraiment, en fait, ça se casse et on a plus de morts dans le bras, atteinte pulmonaire interstitielle diffuse. Euh, L'exploration fonctionnelle, en fait, pour les non-pneumologues, on fait un petit rappel. En fait, on a plusieurs examens. On a surtout la spirométrie. La spirométrie, en fait, on évalue les volumes. En fait, on souffle sur un appareil, on va évaluer en fait les différents volumes. Et après, il y a la plethysmographie. En fait, on utilise des gaz et par ces gaz-là, on va pouvoir mesurer même les volumes non mobilisables. En fait, les mobiles, le volume résiduel. C'est ça la différence entre la spirométrie et la spirométrie. On va mesurer les volumes en fait, qui sont mobilisables et la plethysmographie, on va mesurer tout l'ensemble du volume pulmonaire, que ce soit mobilisable ou non mobilisable. Et après, on a en fait les diffusions de la DLCO, qui est un marqueur très sensible mais peu spécifique. On peut trouver des DLCO assez basses, même quand il y a une anémie ou autre anomalie, une insuffisance cardiaque ou autre. Donc, il faut coupler ces différents tests et quand on cherche en fait un syndrome obstructif, on va voir si ça se corrige ou non, c'est dans l'asthme, la BPCO avec les classifications de Go. Dans la sclérodermie, on a surtout un syndrome restrictif. Le syndrome restrictif, en fait, est défini par une CPT qui est inférieure à 80%. Mais dans l'évaluation de la sclérodermie, paradoxalement, on n'utilise pas la CPT, on utilise la CVF. Pourquoi? Parce que la CVF, c'est le mot, en fait, c'est le volume mobilisable. Parfois, on peut compenser en fait, le volume respiratoire total par les volumes résiduels et ça ne nous intéresse pas tant que le patient arrive à mobiliser un volume assez, en fait, un bon volume. Donc, c'est bon pour nous. Euh, donc, c'est ça. Après, pour compléter, en fait, après le VMS, c'est en fait quand on expire de façon fait, forte, on mesure le volume expiré en 1 seconde. OK? Vous voyez la souris ou non? Oui, oui. Très bien. Donc, Oui. la CVF, c'est tout ça. C'est l'inspiration profonde et l'expiration profonde. C'est ça la CVF. OK?
Ça, les volumes courants, en fait, quand on inspire, on expire. Quand on demande au patient d'inspirer profondément, c'est ça. C'est les volumes de réserve inspiratoire. Et on demande au patient d'expirer profondément, c'est les volumes de réserve expiratoire. Et la CVF, c'est les volumes pulmonaires mobilisables. Inspiration profonde, expiration profonde. On n'a pas l'accès au volume résiduel, en fait, la trachée, les alvéoles, puisqu'ils ne sont pas totalement collabés, c'est ça le volume résiduel. Et comme ça, on a une mesure un peu globale des différents volumes. Pourquoi c'est intéressant de faire cet aperçu? Parce qu'il faut définir les fibroses pulmonaires progressives et non progressives. Quand est-ce qu'on va dire que cette fibrose pulmonaire est progressive ou non? En fait, c'est un critère qui a été utilisé un build, en fait, c'est les fibroses idiopathiques, mais pas dans la sclérodermie, mais on utilise ce caractère, en fait, cette définition, en fait, c'est une baisse de la CVF de plus de 10% dans les 6 à 24 mois. La CVF, c'est des volumes qu'on mobilise, OK? Et c'est la valeur prédite. Ou bien une diminution de la CVF entre 5 et 10%, avec une diminution de la DLCO qui est un marqueur très sensible qui peut précéder en fait la CVF. De 15%. On ne définit pas seulement par la DLCO parce qu'une HTAP peut donner une baisse de DLCO sans baisse de CVF. Après, on a d'autres définitions, c'est la baisse de CVF entre 5 et 10% et si le patient devient symptomatique, ou bien s'il y a une aggravation aussi sur le plan scanographique. Mais en fait, il y a un consortium qui s'appelle l'OMEA qui standardiser les critères d'évaluation dans la sclérodermie. On prend généralement les deux premiers critères. C'est important ça. Ça aussi, c'est important. Il faut garder en tête facteur de risque d'une progression. En fait, c'est surtout là. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai 60 ans, le sexe masculin, l'ethnie afro-américaine, l'ethnie afro-caribéenne associés. Donc, il faut garder en tête ces différents marqueurs en fait, qui sont des facteurs de risque d'une progression d'une pneumopathie interstitielle. L'autre manifestation qui est parfois tardive, mais parfois précoce dans les formes limitées, tardive dans les formes diffuses, qui n'est pas aussi fréquente que ça, mais sa présence est un véritable marqueur pronostic, c'est l'HTAP. Ça peut être insidieux, il faut la chercher par des écho-cœurs en recherchant la vitesse de la fuite tricuspidienne, et ça peut être symptomatique, et quand ça commence à être symptomatique, c'est déjà, on est un peu, en fait, c'est déjà grave. Donc, ça peut donner des dyspnées, une douleur thoracique, des lipothymies. À l'auscultation, on trouve des éclats B2 au foyer aortique. On peut trouver des souffles systoliques au foyer tricuspidien. Et on peut trouver, en fait, il faut faire attention quand il y a une baisse de la DLCO, sans baisse de la FVC. En fait, on la dépiste par l'échographie cardiaque en recherchant en fait, cette fuite tricuspidienne, puisque quand il y a une augmentation de la pression au niveau de l'artère pulmonaire, ça va retentir en amont et ça va ouvrir un tout petit peu la valve tricuspide qui va induire une certaine fuite qu'on va mesurer par le Doppler. Et si cette vitesse en fait, de fuite dépasse les 3 mètres, on est clairement devant une forte suspicion d'hypertension artérielle pulmonaire. Si elle est moins de 2,8, on ne fait rien. Donc, c'est bon, il faut refaire dans 1 an ou 2 ans. Et si entre les deux, ça va dépendre de la symptomatologie. Vous m'entendez maintenant? Oui, C'est bon. OK, très bien. On était en fait, dans l'HTAP. Donc, l'HTAP, c'est en fait, il faut clairement, en fait, quand on la suspecte, il faut faire un cathé droit, en fait, un cathé droit qui va passer par la jugulaire, par l'oreillette gauche, l'oreillette droite, le ventricule droit, puis jusqu'aux artères pulmonaires. On essaie de mesurer les pressions, puis il y a un ballonnet, c'est-à-dire un capteur au bout et un ballonnet juste avant. On gonfle le ballonnet et on laisse, en fait, le sang va s'écouler et on mesure ici les pressions artérielles pulmonaires occluses, en fait, après occlusion de l'artère pulmonaire. La définition de l'HTAP précapillaire, en fait, c'est une pression artérielle pulmonaire qui est égale ou supérieure à 25 mm de mercure. La nouvelle définition, c'est 20 mm de mercure, et avec une PaPO qui est moins de 15 mm, parce que si ça dépasse les 15 mm, ça veut dire qu'il y a une pression artérielle pulmonaire post-capillaire au niveau du cœur ou
C'est un marqueur pronostic majeur. L'HTAP, il y a plusieurs types d'HTAP, il y a plusieurs groupes, groupe 1, 2, 3, 4, 5. Le premier, c'est l'HTAP primitif, euh, euh, qui regroupe les connectivites. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails. L'HTAP du groupe 2, en fait, c'est l'HTAP post-capillaire lié à l'insuffisance cardiaque gauche. Et l'HTAP du groupe 3, en fait, c'est une HTAP qui est liée à l'atteinte pulmonaire. Quand il y a une atteinte pulmonaire sévère, on peut avoir une HTAP. La sclérodermie peut donner les trois HTAP, mais l'HTAP phare en fait, dans la sclérodermie, c'est l'HTAP du groupe 1. C'est ça qui fait la gravité et qui fait le pronostic. Elle est liée surtout à une prolifération en fait, des cellules endothéliales qui va obstruer le vaisseau et on a aussi le phénomène vasomoteur comme le syndrome de Raynaud. En fait, c'est comme un syndrome de Raynaud au niveau du poumon. La manifestation cardiaque, en fait, c'est des manifestations qui peuvent être diverses et variables. Ça peut être asymptomatique, comme ça peut être se manifesté par des douleurs thoraciques, des palpitations, l'hypothymie, des syncopes. On peut avoir des signes d'insuffisance cardiaque droite ou gauche. Après, ça, c'est le témoin de quoi? En fait, ça peut être lié à une fibrose qui est qu'on appelle pachy myocardial fibrosis, qui sont sur le myocarde, en fait, qui représente en fait un obstacle au passage électrique en fait au niveau des différents faisceaux de conduction intracardiaque et ça donne des troubles de conduction qui peuvent être assez graves. Ça peut aussi donner des troubles de rythme. En fait, ces manifestations peuvent être mortelles et peuvent donner des morts subites. Ce qu'il faut chercher aussi en faisant l'échographie cardiaque, c'est les dysfonctions diastoliques. Ça peut témoigner d'une fibrose myocardique et après, par l'échographie cardiaque, on dépiste l'HTAP et le retentissement de cet HTAP sur le corps droit. Et on recherche des péricardites qui peuvent précéder l'HTAP et qui peuvent être aussi des signes inflammatoires de la maladie un examen en fait clé qui est l'IRM qui permet de voir cette fibrose myocardique par un rehaussement tardif après injection en fait, de produit de contraste du gadolinium. Mais aussi, ça permet de voir des signes indirects de l'HTAP, ça permet de voir en fait des troubles de cinétique qui témoignent d'une atteinte microvasculaire de la sclérodermie. Et c'est un examen qu'il faut qu'il soit fait par un centre qui connaît ça. L'atteinte cardiaque, vraiment, c'est un marqueur pronostic. Vous voyez clairement en fait, que l'atteinte cardiaque peut, les patients qui ont une atteinte cardiaque meurent précocement. Les manifestations digestives sont aussi diverses et variables. Tout le tube digestif peut être atteint de la bouche avec la microstomie à l'anus avec une incontinence anale. Entre les deux, on peut avoir une atteinte de l'œsophage avec des RGO, des endobrachiosophages qui peuvent se transformer. On peut avoir des dilatations majeures de l'œsophage. On peut avoir des gastroparésies qui est surtout des manifestations fibrosantes, des watermelon stomach. En fait, c'est ce que vous voyez ici avec de la fibrose et de l'angiodysplasie. En fait, ça donne comme du melon, en fait. Et ça peut saigner beaucoup et ça donne aussi des malabsorptions en fait, avec des atteintes intestinales. Et quand il y a le côlon qui est atteint, plus les intestins, on peut avoir les pseudo-obstructions intestinales chroniques, en fait des tableaux pseudo-occlusifs qui peuvent être graves. L'erreur fatale, c'est si on opère ces patients dans cet état-là. Parce qu'en fait, c'est lié à des troubles de motilité plutôt à des vraies occlusions. Et on peut avoir, en fait, puisqu'il y a des troubles de motilité, on peut avoir des pullulations microbiennes. Et comme le sphincter, le cardial, l'anus peut être aussi atteint et on peut avoir des incontinences anales. La manifestation rénale, en fait, principale, c'est la crise rénale sclérodermique qui est assez grave et qui peut être mortelle vraiment rapidement. C'est surtout, en fait, ça donne, en fait, comment on la retrouve, c'est surtout, en fait, des patients qui ont une sclérodermie assez diffuse, qui font de l'hypertension artérielle et parfois aussi des atteintes, en fait, de la microangiopathie à la biologie. Des facteurs de risque de faire une crise rénale sclérodermique, c'est surtout l'atteinte rénale, en fait, l'atteinte cutanée diffuse, la progression rapide, la durée de l'évolution, en fait, les premières années, la
péricardite, l'insuffisance cardiaque et la présence d'anticorps anti-RNA polymérase 3. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Et la prise de corticoïdes. Donc, s'il faut retenir des facteurs de risque, il faut retenir ça. Présence d'anticorps anti-RNA polymérase 3, corticothérapie et des atteintes diffuses et précoces. Je ne vais pas rentrer dans les détails des critères de trucs. Et l'immunologie, en fait, on a plusieurs anticorps. Qu'il faut retenir, c'est surtout les anticorps anti-SCL70 qui sont reliés à des formes. On a aussi les anticorps anti-RNA polymérase 3 qui sont souvent associés à la sclérodermie diffuse, mais aussi à la présence d'atteintes cardiaques ou du crise rénale sclérodermique. Et quand on a des anticorps anti-RNA polymérase 3, il faut avoir peur des formes paranéoplasiques de sclérodermie. Il y en a des formes paranéoplasiques. Après, on a les autres qui peuvent être, qu'on peut retrouver dans des formes assez rares, des antifibrillarines, et, ou bien dans des formes où il y a des chevauchements avec d'autres maladies auto-immunes. C'est important de classer la sclérodermie. Il y a l'ancienne classification qui est toujours utilisable, c'est la classification de Leroy et Cole laboratoire, en fait, qui définit en fait sclérodermie systémique cutanée diffuse. Je vous ai dit tout à l'heure, en fait, que c'est une sclérodermie avec une sclérose qui dépasse les coudes et les genoux, une sclérodermie systémique limitée, en fait. Ça touche les jambes, les mains. Et la sclérodermie systémique sans scléroderma avec absence de sclérose cutanée, mais il y a des atteintes en fait organiques, surtout la pneumopathie interstitielle. Et il y a les formes de chevauchement qui ne sont pas citées ici, mais il y a une autre forme, c'est la présence de sclérodermie avec d'autres connectivités. Et après, on a aussi les critères de classification et de diagnostic pour la sclérodermie, en fait, qui nous aident à définir est-ce que le patient a une sclérodermie ou non. C'est surtout des critères de classification, mais quand même, on les considère comme des critères diagnostiques, parce qu'une atteinte cutanée diffuse, déjà, quand on a une sclérose cutanée, une peau dure, diffuse, on peut dire que le patient a une sclérodermie d'emblée, parce qu'on a les 9 points requis. Sinon, il faut regrouper 9 points par rapport à ça, et c'est facile de les regrouper. Un syndrome de Raynaud avec présence d'anticorps plus anomalie capillaroscopique et un peu de sclérose peut définir une sclérodermie. Les facteurs pronostiques, c'est important de les connaître. Je vous ai tout à l'heure cité ça. En fait, c'est les mêmes que les facteurs prédictifs en fait, d'évolution de la pneumopathie interstitielle, parce que le pronostic est aussi lié à la pneumopathie interstitielle et aux différentes manifestations fibrosantes. En fait, les hommes ont un mauvais pronostic par rapport aux femmes. Les patients, en fait, les patients de peau noire ont un mauvais pronostic. Vous voyez ici les courbes de survie, que ça s'écarte dès le début. Et en fait, les formes diffuses qui meurent rapidement. Et en fait, les atteintes d'organes, ici, quand il y a des atteintes d'organes, plus on a des atteintes d'organes, plus le pronostic est mauvais, plus rapidement. Et après, les différentes manifestations, les atteintes pulmonaires, gastro-intestinales. OK? L'HTAP ici. Et ici, quand il y a les associations de différentes atteintes d'organes, vous voyez, en fait, il meurt rapidement. Ce qui fait la gravité de la maladie, c'est la connectivité qui est en fait, la maladie la plus mortelle. En fait, c'est la maladie la plus mortelle des connectivités. Et l'évolution de la sclérodermie, en fait, selon ça évolue rapidement. En fait, ça évolue. On a les atteintes rénales au début, pulmonaires et tout. Et à la fin, on peut avoir des atteintes digestives et de l'HTAP. Et les formes limitées, ça évolue insidieusement. Et on peut avoir différentes types d'évolution entre ces deux lignes-là. En fait, cette forme-là qui est explosif. OK? Parce que ça va nous être utile dans les choix thérapeutiques. Après, quand il y a une suspicion de sclérodermie, il faut faire rapidement un bilan auto-humain, capillaroscopie, une évaluation pulmonaire, cardiaque. Et après, selon la symptomatologie, si la sclérodermie se confirme, il faut faire une évaluation
globale des différentes atteintes pour avoir en fait ce qu'on appelle la baseline en fait et le statut des atteintes d'organes. Et après, il faut suivre ces patients de façon assez régulière pour voir est-ce qu'il y a une évolutivité ou non de ces atteintes ou est-ce qu'il y a une apparition ou non. Les examens, en fait, il faut vraiment un examen clinique détaillé, une évaluation pulmonaire et surtout cardiaque. Un petit aperçu par rapport à la sclérodermie et la grossesse. En fait, la grossesse, en fait, c'est des grossesses à risque, mais c'est des grossesses possibles quand la maladie est stable. Néanmoins, il existe des risques en fait de prématurité assez élevés avec des facteurs de risque quand il y a des atteintes d'organes. Et on a aussi un surrisque en fait, de retard de croissance intra-utérin. La morbimortalité périnatale est similaire. Par contre, il y a des contre-indications. Les contre-indications, c'est surtout quand il y a une atteinte rénale. OK? On va aborder en fait, les traitements. Le traitement, en fait, il faut qu'il soit global, pas symptomatique et un traitement de fond. Il faut prendre en compte les différentes mesures associées, que ce soit arrêt le tabac, qui peut être qui est un facteur aggravant de la maladie, surtout le syndrome de Raynaud et les manifestations vasculaires. Il faut prévenir les infections parce qu'il y a une atteinte pulmonaire avec un surrisque infectieux, parce qu'il y a une atteinte inflammatoire et quand il y a une atteinte inflammatoire, on a un déficit immunitaire et parce qu'on utilise beaucoup d'immunosuppresseurs dans cette maladie-là, qui est une maladie qui est dans le spectre des maladies des immunitaires. La kinésithérapie est assez importante, que ce soit dans la prise en charge de la sclérose cutanée, des manifestations articulaires, musculaires ou bien cardio-pulmonaires. Il faut bien évaluer l'état nutritionnel dans les atteintes digestives, et parfois qui sont insidieuses, mais qui peuvent être graves. Par exemple, des carences en vitamine C, silicium, ça peut donner des atteintes cardiaques assez graves, ou bien des carences en vitamine B1 avec des beriberi, qu'on peut voir aussi, et qu'on peut penser qu'il s'agit d'une atteinte cardiaque de la sclérodermie, alors que c'est une atteinte liée à une dénutrition. Il faut un suivi psychologique des patients. Et il faut vraiment évaluer cette qualité de vie de façon assez régulière. Et il faut une éducation thérapeutique. La prise en charge doit être par une équipe multidisciplinaire avec des discussions régulières avec différents spécialistes et avec des gens qui connaissent la maladie. La stratégie thérapeutique, en fait, il faut diagnostiquer rapidement la maladie, savoir on est dans quelle forme clinique, est-ce que c'est une forme localisée où on a seulement des manifestations vasculaires, il faut traiter les manifestations vasculaires, est-ce qu'on est devant des facteurs en fait, de forme diffuse, à ce moment-là, en fait, on traite les atteintes vasculaires, mais aussi on donne des traitements immunosuppresseurs et récemment on a des antifibrosants, reste à prouver leur efficacité. Et aussi, on peut avoir des overlap syndrome, c'est une association avec d'autres maladies auto-immunes où à ce moment-là, en fait, on traite de façon générale, globale, en fait, les deux maladies avec le traitement immunosuppresseur qui, qui, qui a une efficacité sur les deux maladies. On définit en fait l'organe atteint et selon l'organe atteint, on choisit en fait notre thérapeutique et bien sûr, il faut vraiment manager toutes les comorbidités des patients. Je vais faire un aperçu rapide. En fait, quand il y a un syndrome de Raynaud, en fait, il faut modifier l'hygiène de vie avec arrêt de tabac, protection contre le froid et les blessures parce que la cicatrisation est mauvaise. Il faut donner des vasodilatateurs, les vasodilatateurs, surtout en fait les inhibiteurs calciques. On peut utiliser le fluoxétine qui est un antidépresseur, mais qui a une efficacité sur le syndrome, prouvée sur le syndrome de Raynaud. Et on peut utiliser en fait, les ARA2. En fait, ça, généralement, c'est les médicaments qui ont la même, mais enfin, surtout les inhibiteurs calciques, l'anifidipine qui a la même. Les autres, on les utilise souvent hors AMM. Après, selon la gravité et la présence ou non de signes de sévérité ou de troubles trophiques, on peut utiliser en fait les inhibiteurs de la 5
phosphodiesterase. Généralement, on utilise soit la sildenafil 25 mg 3 fois, soit le Cialis. On commence par 5 mg par jour. On peut monter jusqu'à 20 mg selon la symptomatologie. Quand il y a des ulcères, en fait, le besoin de temps qui permet de prévenir les ulcères, ça ne traite pas les ulcères, mais ça permet de les prévenir. Et quand il y a des ulcères, en fait, pour les traiter, en fait, les soins locaux, traiter le rénaux, et on peut utiliser les lopros, que ce soit pour le syndrome de Raynaud ou quand il y a des ischémies ou bien musculaires et musculaires. En fait, comme les différentes maladies auto-immunes, on utilise des corticoïdes. Mais il ne faut pas utiliser de forte dose parce que c'est un facteur de risque de crise rénale sclérodermique. Le méthotrexate est un très bon médicament pour ces atteintes-là. Après, on peut utiliser le MMF, qui est le CellCept, puisqu'il y avait des analyses post-hoc qui ont prouvé leur efficacité a posteriori sur les atteintes articulaires, mais on préfère toujours le méthotrexate. Après, il y a d'autres médicaments quand le patient est inflammatoire ou bien quand il y a des connectivités mixtes ou des chevauchements avec d'autres maladies, tocilizumab, rituximab, et quand il y a des atteintes musculaires, en fait, on utilise surtout corticoïdes, méthotrexate, c'est pareil, mais après, on privilégie quand il y a des signes de gravité, les immunoglobulines. La sclérose cutanée, qui est un marqueur de pronostic assez important et qui est souvent associé à la sclérose, en fait, aux manifestations fibrosantes avec des atteintes d'organes. Il y a ce graphe qui a été publié aussi récemment à Nature et par notre ami Amin aussi sur le groupe, qui montre la baisse en fait du MRSS, qui est le score en fait de la sclérose cutanée, objectif de la sclérose cutanée. On voit bien que en fait le méthotrexate, le MMF baisse un tout petit peu, mais pas beaucoup en moyenne, généralement 3, 4 jusqu'à 5 pour les deux médicaments. Euh, euh, le rituximab et le cyclophosphamide qu'on utilise dans les atteintes pulmonaires, aussi surtout par voie intraveineuse, a une certaine efficacité. Et la greffe, en fait, qui est vraiment spectaculaire dans les atteintes cutanées diffuses. J'ai vu des patients qui avaient des sclérodermies avec des rodements à 40 qui sont devenus à 3, 4, voire 0 pour un patient que j'ai en tête. Les atteintes pulmonaires, il faut rapidement reconnaître la pneumopathie interstitielle. Il faut évaluer sa sévérité, reconnaître est-ce que cette PID est évolutive ou non. Tout à l'heure, on a défini le facteur de risque de progression. C'est important de les connaître et bien connaître en fait la définition en fait de la progression. Et notre objectif principal, c'est surtout de limiter la progression. Donc, c'est pour ça qu'il faut traiter précocement. Il faut reconnaître précocement et traiter précocement. En fait, les traitements qui ont été utilisés, on a cette étude SLS1 qui a montré clairement, en fait, pas clairement, ça a montré une certaine efficacité. En fait, ça a montré clairement qu'il y a une stabilité de la maladie plutôt qu'une amélioration. Mais vous voyez, en fait, les tracés, et il y a quand même quelques patients où il y avait une amélioration. C'est ici, vous voyez ici. Donc, c'était un traitement, en fait, ils ont évalué le cyclophosphamide péros de mg kilo par jour, mais après, il y avait un autre essai que j'ai pas mis, où ils ont évalué en fait, le cyclophosphamide de 1 gramme par mois pendant 12 mois. 6 à 12 mois, le problème de cyclophosphamide, c'est surtout sa toxicité immédiate et précoce, c'est surtout le risque infectieux, et sa toxicité tardive, c'est surtout en fait, le risque néoplasique de la vessie. C'est pour ça qu'on utilise en fait, le protecteur de la vessie et j'ai oublié son nom. Et aussi, en fait, le maintenant, normalement, oui. Et, aussi, en fait, l'atteinte cardiaque avec les cardiomyopathies dilatées à long terme. Donc, on a cette étude SLS2 qui était un essai randomisé multicentrique qui essayait de prouver la non-infériorité en fait,
du CEL7 par rapport au cyclophosphamide et qui montre clairement qu'en fait que le CEL7 n'est pas inférieur par rapport à l'efficacité. Mais par contre, la toxicité de CEL7 est moindre. C'est pour ça qu'on privilégie maintenant le CEL7 parce que en plus de ça, on peut utiliser le CEL7 pendant de longues périodes, contrairement au cyclophosphamide. Et la dose utilisée, c'était 3 grammes par jour. Donc, c'était une forte dose. OK? Pour le cyclophosphamide, généralement, on fait entre 6 mois à 1 an, et puis on fait un relais par les murelles. Les murelles a été aussi essayé, mais en fait, son efficacité ça n'a pas prouvé, en fait, il n'a pas prouvé d'efficacité dans le traitement d'induction. Récemment, il y avait cet essai qu'on a un antifibrosant qui a montré en fait euh, son efficacité dans l'étude Humboldt dans les fibroses pulmonaires. Et récemment, ça a été essayé dans la sclérodermie, associé avec, en fait, dans les pnéumopathies interstitielles associées à une sclérodermie. Donc, quand vous voyez en fait le critère de jugement, ils ont mesuré de façon assez brutale en fait en fait la différence de la FVC de M0 à M52, je crois. 52, oui. Euh, 52 semaines. Et en fait, on voit clairement en fait que le placé, en fait, les patients qui n'ont pas eu ce traitement ont dégradé leur capacité fonctionnelle pulmonaire plus que les patients qui ont eu cet antifibrosant. Mais en soi, il n'y avait pas d'amélioration, mais il y avait une aggravation pour les deux groupes. Donc, c'est un traitement qui reste un peu mitigé, surtout quand on sait que dans 75% du groupe qui a eu cet antifibrosant, les patients avaient des effets secondaires et ces patients, en fait, il y avait beaucoup de patients qui ont arrêté et il faut savoir, on sait très bien que les patients qui ont une sclérodermie, ils ont souvent des ésophages dilatés, un RGO et parmi les effets indésirables de ce médicament, c'est surtout les vomissements, en fait. Et ça peut être vraiment très désagréable. Donc, beaucoup de patients arrêtent ce traitement et l'efficacité n'est pas vraiment très bonne. OK? Par contre, il faut voir un peu dans les détails. La baisse, en fait, de la FVC ici, on a 20% qui ont eu une dégradation. Ici, de plus de 10%, quand même, on a 7% de la population. Et ici, 16% qui ont dégradé de plus de 5%. Donc, c'est un médicament qui permet une certaine stabilité, mais il faut prendre avec des pincettes. Et quand ils ont fait des analyses post-hoc, en fait, ils trouvaient que l'association Nintidanib CEL7 était bonne. En fait, c'est ce groupe-là qui a bénéficié le plus. En fait, sur le plan physiopathologique, on peut expliquer ça par le fait que le CEL7 agit sur les phénomènes inflammatoires quand il y a le verre dépoli. Par contre, d'anib, en fait, il permet de stopper de l'interstitium pulmonaire et il va développer moins de fibrose. Peut-être si on associe les deux, ça sera bien. Il y avait un autre antifibrosant qu'ils ont fait, en fait, ils ont fait un essai randomisé en associant 7 et cet antifibrosant. Cet essai était négatif. Après, on a le rituximab qu'on peut utiliser aussi. On a cet essai récent, mais en fait, ils ont essayé en fait, le rituximab versus cyclophosphamide en intraveineux, mais pas dans une population qui a une sclérodermie, mais plutôt dans une population qui a une connectivité, mais qui est assez proche de la sclérodermie. On voit clairement en fait, qu'il n'y a pas une infériorité du rituximab par rapport au cyclophosphamide les premières 24 semaines. Il y a des méta-analyses
sont dans ce sens-là, qui montrent une efficacité du rituximab. Moi, je pense que le rituximab, il faut le garder dans les formes un peu frontières où il y a d'autres maladies, par exemple, qui a une association avec un syndrome de Gougerot ou quand il y a une association avec en fait, d'autres conjonctivites, une conjonctivite mixte. Pour la sclérodermie pure, ça peut être utile en deuxième ligne, probablement. Tocilizumab, en fait, tocilizumab, en fait, il y avait un essai Focus Z, en fait, qui a été publié sur Lancet, au Lancet en 2020, qui, en fait, l'objectif principal de cette étude, c'était de prouver son efficacité sur le rodent. Malheureusement, en fait, l'essai était négatif, mais quand on voyait, en fait, les effets, en fait, dans les détails, on trouvait que les patients ne s'aggravaient pas sur le plan pulmonaire. Par contre, je n'ai pas l'article en complet, mais ici, on n'a rien. En fait, ils ont comparé que tocilizumab versus placebo. Donc, on n'a pas comparé versus un médicament en référence. Donc, ça aussi, il faut prendre avec des pincettes. Probablement, moi, je pense que sa place va être dans les formes aussi où il y a des PR avec des manifestations articulaires, beaucoup plus que dans la sclérodermie pure, quand il y a de l'inflammation, parce que le tocilizumab, ça cible l'interleukine 6, en fait, tout ce qui est inflammation. Mais je pense pas qu'il a une place en première ligne. La stratégie thérapeutique, en fait, si on va reprendre tout ce qu'on a fait depuis le début à maintenant, en fait, il faut reconnaître qu'il y a une sclérodermie, reconnaître qu'il y a une pneumopathie interstitielle par un scanner thoracique qu'on retrouve généralement dans 10 à 20% des cas. Après, il faut voir est-ce que cette pneumopathie interstitielle est étendue ou non. Si elle est étendue, on sait que c'est un marqueur pronostique, il ne faut pas attendre trop, il faut traiter d'emblée. Il faut discuter avec des équipes qui connaissent euh, et commencer un traitement. Donc, on a plusieurs armes thérapeutiques. Moi, je pense que nous, en pratique, on utilise d'emblée le MMF, le cyclo en deuxième intention, mais généralement le MMF. Après, probablement, on pourra discuter d'autres thérapeutiques, associer le tocilizumab, les antifibrosants. Excusez-moi, pardon, excusez-moi, juste, il reste 10 minutes pour la deuxième session. OK, Oui, merci. très bien. Et on évalue de façon assez régulière et on va voir. Et selon l'évolution, si ça évolue bien, tant mieux. On laisse le même traitement. Si ça évolue mal, on fait un traitement de deuxième ligne. C'est, en fait, généralement, on a le même panel thérapeutique. Et parfois, quand les patients sont graves et rapidement progressifs, on peut proposer d'emblée la greffe de cellules souches hématopoïétiques pour stopper en fait le phénomène inflammatoire. Quand la forme est limitée, à ce moment-là, il faut vraiment évaluer est-ce que ces patients ont des facteurs de risque ou non. S'ils ont des facteurs de risque, donc, on va faire la même démarche comme si que c'est étendu. Par contre, si la pneumopathie interstitielle est limitée et le patient n'a pas de facteur de risque, donc pas de sexe masculin, l'âge est moins de 60 ans, c'est des centromères, donc on va évaluer de façon assez régulière chaque 6 mois et on va voir s'il y a une progression de plus de 10%. À ce moment-là, on va traiter en fait de la même manière. C'est à peu près l'algorithme qu'on utilise. Classiquement, dans notre expérience, on utilise surtout le CellCept en premier, un peu de corticoïdes. Après, ça dépend s'il y a une connectivité associée. On peut, en deuxième temps, mettre du rituximab, tocilizumab. Parfois, l'endoxon presque, on l'utilise presque plus. Et après, en troisième ligne, rapidement, si le patient est évolutif, euh, on le passe à la greffe. La crise rénale sclérodermique, en fait, je ne vais pas détailler trop. En fait, il faut la reconnaître avec l'hypertension, des anomalies de sédiments urinaires, des protéinuries et des microangiopathies. À ce moment-là, si on a ça, en fait, il
il faut mettre le patient en unité de soins intensifs, mais si on ne peut pas, il faut rapidement commencer par un traitement hypotenseur en utilisant des vasodilatateurs, surtout les inhibiteurs calciques, la seringue électrique, et le Loxone. Il faut vraiment baisser quand on a des formes, parce qu'on a des formes sans HTA, il faut baisser de 20 millimètres de mercure la pression artérielle et la maintenir comme ça. Introduire rapidement un IEC et augmenter progressivement la dose de l'IEC. Il y avait des essais sur les échanges plasmatiques, l'éculizumab, en fait, ça ne servait pas à grand-chose. L'éculizumab, peut-être ça baissait un peu la tension artérielle, mais ça ne jouait pas sur l'évolutivité et la gravité. Les autres manifestations, j'ai pas détaillé. En fait, là, j'étais comme le syndrome de Raynaud, en fait, et selon l'évolutivité, la gravité de la dyspnée. Quand on a une dyspnée 3 ou 4, on peut utiliser rapidement l'hyloprost. On a des analogues d'hyloprost qui sont avec une seringue, en fait, sous-cutanée, avec un infectieux et d'anaphylaxie si la pompe s'arrête. C'est ça l'inconvénient. Et on peut aussi utiliser une double thérapie Besançon, sildenafil. Et généralement, c'est des patients qui doivent être pris en charge par des centres référents de l'hypertension artérielle pulmonaire, des cardiologues, des pneumologues qui connaissent très très bien ça, avec des internistes bien sûr. Les atteintes cardiaques, en fait, c'est pas codifié, mais je vous ai dit quand il y a des troubles de conduction qu'il faut vraiment rechercher. Il faut mettre en fait des pacemakers quand il y a des troubles de rythme, en fait, des défibrillateurs. Quand il y a des atteintes cardiaques, il faut mettre des IEC, des inhibiteurs calciques. Attention, les bêta-bloquants, parce que les bêta-bloquants ont une caractéristique vasoconstrictive. En fait, ils peuvent donner de la vasoconstriction. Elles sont théoriquement contre-indiquées, mais on peut les utiliser à faible dose quand c'est vraiment nécessaire. Mais il faut faire attention, ça aggrave tout ce qui est atteinte microvasculaire. Quand il y a une fibrose endomyocardique, on peut utiliser un peu de corticoïdes et des immunosuppresseurs, du Celcept. Mais après, euh, on peut arriver à la greffe. Attention à l'endoxon et les atteintes endothéliales et cardiaques quand il y a une manifestation cardiaque. Après, les symptomatiques avec des IPP quand il y a une atteinte oesophagienne, parfois double dose, on a des mesures hygiéno-diététiques, surélever le lit et ne pas manger avant de dormir, c'est des trucs comme ça. Donc, il faut vraiment la traiter. On peut donner du GABA quand il y a des atteintes digestives, en fait, des atteintes de gastroparésie, on peut utiliser l'érythromycine à faible dose, 125 mg 3 fois, en fait, dose pédiatrique. Quand il y a des angiodysplasies, il faut brûler au laser argan. Quand il y a beaucoup d'angiodysplasie et des saignements, on peut utiliser la sandostatine, mais il faut faire attention quand il y a des atteintes micro-circulatoires. Sur la sandostatine, quand vous voyez euh, en fait, c'est indiqué quand il y a des manifestations vasculaires, mais parfois on est obligé à faible dose parce que pas. Il faut utiliser des prokinétiques et il faut lutter contre la constipation. Il faut faire attention quand il y a un syndrome pseudo-occlusif, il faut surtout lutter contre la constipation que opérer rapidement. Et on peut reconnaître ça en auscultant, il n'y a pas de bruit hydroaérique. Contrairement à l'occlusion, il y a vraiment une lutte, sauf dans les cas un peu extrêmes. Très bien. Après, on arrive à la sclérodermie et l'autogreffe de cellules souches. En fait, il y a plusieurs essais qui ont montré son efficacité. C'est le seul traitement qui a montré une efficacité sur la mortalité. Il ne faut pas le proposer à tous les patients, et seulement pour les patients qui ont une atteinte assez grave, rapidement, progressive. Je vais détailler rapidement ces essais. Il y a cet essai ASSIST, en fait, qui était un essai phase 2 qui, en fait, c'était surtout, il n'y avait pas de comparaison, en fait, c'était essai de tolérance, de sécurité. Il n'y avait aucun patient qui était décédé au cours de cet essai et il y avait surtout des effets secondaires hématologiques avec des neutropénies, des thrombopénies et quelques manifestations cardiaques. En fait, c'est un traitement assez lourd, il ne faut pas oublier ça. Mais par rapport à l'efficacité, on trouvait que les patients baissaient beaucoup leur rendement avec, quand vous voyez ici, je ne sais pas où est le rendement. Oui, ici, en fait, ils ont baissé, à 1 an, ils ont baissé de, de 12 points, je pense, de 22.
Euh, donc, de 22, ils sont passés à 15, pardon. Et, euh, il y avait aussi une amélioration de la FBC. Vous voyez ici. Très bien, donc je ne vais pas détailler, on va passer vite. Et ici, on a un patient, c'est un patient qui était suivi à l'hôpital Saint-Louis, en fait, vous voyez clairement que son poumon s'est nettoyé après la greffe. L'autre essai phare qui est l'essai Astis, qui a un essai, en fait, c'était un essai européen multicentrique qui a évalué l'efficacité de l'autogreffe et qui a en fait, c'était des patients qui étaient assez graves avec des atteintes pulmonaires dans presque 90%, des scores de retenant assez élevés, à 25 pour les deux groupes. Il y avait des atteintes cardiaques dans ce groupe-là, dans cette catégorie-là, dans cet essai. Je vais détailler après. Et vous voyez en fait ici, là, au bout de 2 ans jusqu'à 10 ans, en fait, la mortalité était moindre dans le groupe traité par autographe, groupe contrôle. Par contre, au début en fait, du traitement, les 6 premiers mois, on avait beaucoup plus de morts dans le groupe qui était traité par autogreffe. Et c'est ça qui limite un peu l'utilisation de l'autogreffe parce qu'on a ce qu'on appelle la TRM, c'est la mortalité liée au traitement. Dans les 3 premiers mois, qui est assez qui dans cet essai a atteint les 7%. Après, il y avait d'autres essais qui ont montré pourquoi. Parce que dans cet essai-là, en fait, ils ne faisaient pas l'évaluation cardiaque. Il y avait des patients qui avaient des évaluations cardiaques. Ils ont utilisé des protocoles assez puissants et c'est ces patients-là qui sont morts. Donc, après l'utilisation de nouvelles évaluations cardiaques avec de l'IRM, de l'HTAP, rechercher de l'HTAP masqué, on a de moins en moins de mortalité post-procédure et on garde l'effet, en fait, l'effet bénéfique de la greffe. Par contre, il faut choisir les patients. Vous voyez clairement que les patients qui avaient en fait de l'autographe sur l'atteinte euh, cutanée, ils ont une amélioration de la FVC ici de 6%, mais une amélioration de la qualité de vie. Les effets secondaires, ils étaient surtout hématologiques. On avait quelques effets secondaires respiratoires. Cet essai américain, en fait, ont utilisé un traitement myéloablatif assez puissant, mais en fait, ils ont éliminé les patients qui avaient des atteintes cardiaques. Ils ont utilisé un score très, très compliqué, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Ils avaient des patients assez sévères et en fait, cet essai était positif avec une nette efficacité de l'autogreffe versus cyclophosphamide à 5 ans d'intervalle, à 4 ans plutôt. Et ici, on avait un petit effet crochet au début, mais à la fin, on avait une survie per protocole meilleure dans le groupe transplantation par rapport au groupe cyclophosphamide, mais en intention de treat, il n'y avait pas de différence significative en matière de mortalité. Par contre, par rapport aux événements, il y avait une efficacité. En fait, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ici, c'est un petit résumé en fait, des différents essais. Et nous, on a fait le même travail, mais avec en fait, les patients qui étaient suivis en France avec un suivi jusqu'à 5 ans. Et on retrouve clairement, en fait, le bleu, c'est les patients qui étaient greffés. On voit clairement que le retenant baisse jusqu'à 5 ans. Leur FVC, leur qualité de vie s'améliore et leur FVC s'améliore. C'était pas de façon significative, mais quand même, si on voit en fait la FVC, en fait, sur le plan pulmonaire, tous les patients sont stables. Et on a utilisé le même score que le score américain et clairement, en fait, l'autographe était meilleur que le cyclophosphamide pour les patients graves. Pour qui proposer ce traitement? En fait, c'est surtout pour les patients qui ont un âge entre 18 et 65 ans, qui ont des formes cutanées surtout diffuses. En fait, le diagnostic certain, mais surtout avec des formes cutanées diffuses, des maladies précoces, rapidement évolutives, avec un score de Rodnan qui monte rapidement de plus de
de 20 les 2 premières années avec un peu d'inflammation. C'était le premier groupe. Et l'autre groupe, en fait, c'est les patients qui ont sclérodermie avec une atteinte cutanée diffuse qui dépasse les 15 et une atteinte organique et qui était assez grave, qui ne répondait pas au traitement. Donc, il faut rapidement, en fait, sélectionner les patients. Il faut faire un bilan exhaustif avec pour éliminer les contre-indications cardiaques, rénales, en fait, toute atteinte cardiaque. Peut-être une contre-indication. Récemment, il y avait des essais où ils nous ont mis un nouveau protocole où ils peuvent inclure les atteintes cardiaques et après, il faut discuter ça de façon assez collégiale avant de proposer ces traitements. Beaucoup de patients, en fait, la majorité sont refusés de l'autogreffe parce qu'ils ont déjà détruit leurs poumons ou leurs organes. Donc, il faut vraiment, en fait, il faut sélectionner les patients euh, avant qu'ils détruisent, en fait, leurs organes. Et après, euh, on leur propose, en fait, s'il y a une atteinte euh, cutanée diffuse, en fait, des protocoles adaptés aux atteintes d'organes qu'ils ont. Par contre, malheureusement, il y a des patients qui évoluent mal et qui, en fait, qui détruisent en fait, leurs organes. Et en cas d'insuffisance d'organes terminale, on peut proposer des greffes, surtout des greffes du poumon, des greffes du cœur quand il y a une atteinte cardiaque, surtout des greffes cœur-poumon quand il y a un HTAP assez sévère avec un retentissement cardiaque, et des greffes rénales, mais c'est vraiment rare de proposer les patients à ce genre de greffe, vu les comorbidités en fait, de ces patients. En conclusion, en fait, c'est une maladie auto-immune assez grave. Il faut un diagnostic précoce, voir les patients évolutifs, parce qu'il y a beaucoup de patients qui restent non évolutifs et ils peuvent rester des années sans rien faire. Il faut évaluer l'atteinte d'organes et quel organe atteint. Et il faut aussi connaître les formes cliniques. Et selon les formes cliniques et l'atteinte d'organes et les facteurs de pronostic, il faut bien choisir les traitements. Tu viens de les discuter de façon collégiale. Et il faut prendre en charge les patients de façon assez globale, multidisciplinaire. Et il y a beaucoup d'essais qui sont en cours. Maintenant, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de traitement pour la sclérodermie. Il faut vraiment choisir. En fait, l'enjeu, c'est surtout de détecter la maladie précocement, détecter son évolutivité, proposer un traitement précoce pour stabiliser la maladie, surtout les maladies évolutives. Et il ne faut pas aussi donner des traitements aux patients qui nécessitent pas de traitement parce qu'il y a beaucoup de patients dans les formes limitées qui restent comme ça, en fait, stables, sans nécessiter aucun traitement de fond. Donc, je vous remercie. S'il y a des questions, vous pouvez me les poser. Merci, hein, merci pour la présentation. C'était trop clair. Il y avait pas mal de questions. Malheureusement, enfin, on a coupé la réunion à cause de la durée. Et il y avait une question sur la crise rénale-sclérodermique normotensive. Si tu peux rebondir sur ce point-là. En fait, la crise rénale sclérodermique normotensive, pardon, je vais- c'est surtout les microangiopathies et l'insuffisance rénale en fait, dans ces cas-là, faut baisser la tension artérielle quand même de 10 millimètres de mercure et surveiller les patients. Et toujours, c'est l'IEC, en fait. La clé du traitement, c'est surtout les IEC, en fait. Au fait, la question, en fait, il voulait savoir c'est quoi le mécanisme de la crise rénale normotensive, en fait, je pense. En fait, la compréhension de la crise rénale, déjà, en fait, on comprend pas trop bien parce qu'on a des hypothèses que quand il y a en fait, c'est comme un rénal au niveau des reins. C'est comme un rénal au niveau des reins et on a une activation du système rénine-angiotensine dans une maladie qui est déjà, en fait, qui donne des vasoconstrictions. En fait, quand en plus de ça, on déclenche le système rénine-angiotensine, on va provoquer encore plus de vasoconstriction, ce qui va induire une augmentation des pressions artérielles. Après, il ne faut pas oublier que les patients sont déjà souvent sous inhibiteurs calciques, donc parfois c'est un peu difficile. Ils ne remontent pas leur tension artérielle, mais probablement ils vont remonter leur tension artérielle par rapport à leur tension artérielle de base. Tu m'entends, tu comprends un peu le principe. Ouais. Ouais. Euh, Et deuxième question, oui. et aussi, en fait, il y avait un essai de Sten qui a évalué un peu les dosages de rénine avant. En fait, il n'a pas trouvé vraiment. Ça, c'est une hypothèse. Cet essai, en fait, il était un peu contre cette hypothèse parce qu'il n'a pas trouvé de rénine très élevée.
L'argument contre, c'est que ça répond, en fait, quand on traite les patients par des IEC, en fait, ça les améliore. Après, l'autre hypothèse, en fait, c'est une véritable micro-angiopathie avec, en fait, comme une matte, on a des schizocytes, on a une anémie, on a euh, une insuffisance rénale aiguë. Il y a même, parfois, en fait, il faut faire attention parce qu'il y a des vrais maths avec des PTT, surtout quand il y a des cancers sous-jacents, on va les considérer comme une crise rénale sclérodermique. Dans ces cas-là, parfois, il faut faire, et c'est une maladie auto-immune, il peut y avoir aussi des anticorps typés, en fait, facteur, le Adams 13. Quand même, il faut doser l'Adams 13 et parfois, il faut proposer au début l'échange plasmatique avant d'établir les traitements. Donc, généralement, ces patients, il faut les envoyer en réa. Et tu mettras l'IEC en systématique ou non? Pardon? Tu mettras de l'IEC en systématique ou non en préventif? Oui. Ah, D'accord? préventif, non, 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 Non. non, D'accord. Une non. autre Il y question. a même ceux qui disent que les IEC avant peuvent augmenter le risque. Oui. Une autre question pour ceux qui ont une atteinte interstitielle. On a déjà répondu sur le groupe ce genre de questions, mais c'est pas grave. Ceux qui ont une atteinte interstitielle, est-ce que tu mettras du méthotrexate? On sous-entend bien sûr que le méthotrexate pourrait avoir une atteinte, un effet sur l'interstitium type PID. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. En fait, je vais répondre un peu rapidement à cette question. Oui. En fait, il faut différencier entre les pneumopathie interstitielle liée à la polyarthrite rhumatoïde et les pneumopathies interstitielles liées à la sclérodermie. La pneumopathie interstitielle liée à la polyarthrite rhumatoïde, oui, en fait, on met le méthotrexate et ça peut même être utile. En fait, la pneumopathie interstitielle liée au méthotrexate, c'est des pneumopathies interstitielles d'hypersensibilité. C'est des pneumopathies interstitielles assez fulgurantes, rapidement évolutives. Il faut faire attention de ça. Mais c'est pas les pneumopathies interstitielles lentement évolutives, PINS, qu'on considère. Les autres, c'est deux types. L'autre, c'est comment dire, je- c'est de l'hypersensibilité et l'autre, c'est un phénomène inflammatoire. Et un phénomène inflammatoire répond bien au méthotrexate. Par contre, le méthotrexate dans la sclérodermie et la pneumopathie interstitielle, non, ça fait pas beaucoup de grand-chose, hein. D'accord. Et une autre question, les diarrhées au cours de la sclérodermie, tu feras quel traitement, quelle prise en charge? Diarrhée au cours de la sclérodermie, il faut faire attention. En fait, il y a des diarrhées, des fausses diarrhées du constipé. Souvent, ils sont constipés avec la lutte et ils ont des diarrhées. Parfois, je peux donner des traitements anti-constipation. Après, D'accord. sinon, je donne des traitements, des Tiorfan, des trucs comme ça, mais jamais des modéons. D'accord. Au fait, ils disent en Algérie, ils utilisent souvent le cyclophosphamide. En fait, Utilisons vraiment chez nous en première intention. Qu'est-ce que tu en penses? dans les atteintes digestives. Non, 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 non. On a rapide. Bon, en fait, dans la pile, le cyclophosphamide, il a trouvé, en fait, il a une efficacité, donc c'est pas faux de l'utiliser. Mais si on a une alternative qui est le Cellcept, c'est quand même mieux. Surtout quand on sait que la sclérodermie, en fait, c'est une maladie qui touche les femmes, Les femmes jeunes, oui. les jeunes, et le cyclophosphamide, en fait, c'est un traitement qui va probablement induire une stérilité secondaire. Donc, pourquoi choisir ce médicament alors il y a d'autres alternatives? Mais en Une soi, bonne c'est pas question. une... Oui, pardon. Vas-y, vas-y. Il y a trop de questions. Pullulation microbienne au cours de la sclérodermie. Tu En fait, il y feras a des traitements antibio séquentiels. séquentiel, c'est ça? Ouais. Mm. Alors, tu peux en détailler un petit peu, juste rapidement? En fait, il y a des protocoles, je les ai pas vraiment en tête. D'accord, bon, c'est Il y pas a des grave. protocoles, mais généralement, c'est des azitro. En fait, c'est Oui. vraiment un protocole. Tu prends l'azitro, il y a Genta, parfois même. En fait, vraiment des protocoles séquentiels. Je Euh, l'ai mis sur le groupe j'ai oublié, mais ouais, en je fait, l'ai mis sur le groupe pour ceux qui veulent avoir plus de détails, un petit point sur ça. Plaquini, les atteintes articulaires. oui,
Oui, oui, pourquoi pas, oui, on l'utilise de temps en Hmm. temps. De toute façon, quand il y a une atteinte articulaire pas sévère, quand il y a une connectivité mixte, quand il y a une immunologie du lupus, oui, pourquoi pas. Et on peut l'utiliser quand même, mais après, il faut rapidement passer si ce n'est pas efficace. Alors, sclérodermie avec rénaux et atteinte cardiaque, quelle dose de bêta-bloquant tu mettras? Je mettrais des inhibiteurs calciques d'abord, des IEC. Non, pour l'atteinte cardiaque, le bêta-bloquant. Comment là, j'ai pas compris. Ah, s'il y a une atteinte cardiaque au cours de la sclérodermie, Généralement, j'utilise, en fait, c'est les IEC surtout. oui. Après, l'atteinte cardiaque, ça dépend quelle atteinte cardiaque. Non, je sais pas, ils n'ont pas détaillé, mais ils disent que En fait, bêta-bloquant c'est vraiment préféré, variable. voilà, bêta-bloquant préféré en cas d'atteinte cardiaque. Et quelle dose? Par exemple, on va dire qu'un patient fait un syndrome coronarien en dehors de la... Et il faut mettre un bêta-bloquant. On préfère des inhibiteurs calciques parce que ça a un effet pléiotrope et tout. Mais après, on peut dire que les bêta-bloquants, on a un effet anti... le truc, comment... Euh, catécholamine, un peu protecteur à long terme. C'est le bisoprolol Euh, c'est comme ça. a une meilleure, en fait, cardio, il est Ouais. plus cardio. Une autre question. Tac, tac, tac. Voilà. Effet secondaire, je pense, hein, si j'ai bien compris la question. Effet secondaire au Celcept, bien sûr, digestive. Est-ce que tu arrêtes et tu mettras de l'Immurel? Ici, on utilise enfin, je te laisse répondre. Mifortique. Mifortique, voilà. Mais je pense pas qu'il existe en Algérie, donc si tu peux dire un point enfin, sur ce détail-là. En fait, l'IMUREL, c'est pas, dans le cas d'un traitement d'induction, l'IMUREL n'a pas de place. C'est le CellCept. Après, s'il n'y a pas de Et s'il y CellCept, a des effets secondaires, ils disent s'il y a des effets, une atteinte digestive, enfin, une intolérance digestive, c'est-à-dire diarrhée, douleur abdominale, ils font quoi? on essaye de commencer, généralement, on commence par de faibles doses et on augmente progressivement. D'accord. L'origine de l'anémie au cours de la sclérodermie est multifactorielle, si tu peux dire un mot. Multifactoriel, ça peut être de l'inflammation quand il y a des phénomènes inflammatoires. Ça peut être aussi des malabsorptions, différentes causes. Et ça peut être aussi fréquemment, en fait, par carence martiale quand il y a des saignements digestifs, par angiodysplasie qui saigne. Généralement, c'est ça. Et après, ça peut être toxique lié aux médicaments. Je pense que en gros, Euh, c'est ça. d'accord, peut-être la dernière question. Une patiente, ça c'est un cas clinique. Patiente sclérodermie diffuse avec ulcères digitaux, PID, début de fibrose mis sous ondoxon, mensuel pendant une année, mais aggravation des ulcères, stabilisation de l'atteinte respiratoire. Ouf, tu feras quoi? En fait, les ulcères, c'est pas Après un an l'endoxone. de cyclo. En fait, de Ouais, toute façon, bah, c'est une question. l'endoxone, c'est pas un traitement d'ulcère. Et ça traite pas l'ulcère en rien. Le traitement des ulcères Donc tu feras digitaux, c'est quoi? surtout, en fait, si c'est vraiment intense, en fait, les inhibiteurs calciques, l'hyloprost Je et, pense pas il y a pas l'hylo- l'Iloprost, Nassim, il n'y a pas l'Iloprost en Algérie. Je pense pas il y qu'il avait donc, ah, je pense pas. En IV, je pense pas. après, Ben, je sais pas. on peut utiliser le sildenafil, hein. D'accord. Bon. On peut utiliser sildenafil parce que c'est un rénal assez sévère, c'est un vasodilatateur. Et après, pour prévenir, on peut utiliser le Besançon. Et calcinose, je sais qu'il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas Je de te laisse traitement, il n'y a pas de traitement. On rebondir. utilise parfois un peu de colchicine, après c'est Calcinose, ouais. et c'est tout, il n'y a pas de traitement. Bon, il y a certains DM, je sais pas c'est qui, il dit que l'Iloprost est disponible en Algérie, je sais pas où Moi, ta je me ville, mais rappelle bon, la majorité de villes, je pense pas qu'ils disposent de l'Iloprost, il n'est pas disponible pour tout le monde. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Alors, question pour les collègues qui suivent la sclérodermie en Algérie. Vous avez essayé l'autographe. Tu penses, Nassim, qu'il y a des gens qui font l'autographe, c'est des souches en Algérie pour la sclérodermie? non, je pense pas.
En fait, c'est très compliqué l'autogreffe. Merci. Même en Machin. France et dans tous les pays, en fait, pour faire l'autogreffe cellule-souche. Allô? Ouais, allô, allô? Oui, en fait, tu m'entends? Ah, ah, ouais, oui, En fait, pour faire l'autogreffe de cellules souches, déjà, il faut un centre accrédité pour faire l'allogreffe. Et je ne suis pas oui. sûr qu'on fait l'allogreffe en Algérie déjà. Ouais, L'allogreffe, en fait, c'est un donneur extérieur, donc il faut une organisation du service. Il y a ça. Deux, après, je pense que la mobilisation, c'est facile, on peut la faire en Algérie. Par contre, on peut même faire, parce qu'il y a des effets, on fait, parce que normalement, il faut la préservation en fait, des cellules souches qui est un peu compliquée et qu'il faut qu'elles soient dans de l'azote à moins 80 degrés et tout ça. Il faut aussi, en fait, comment dire, il faut, en fait, on utilise les antilymphocytes. Et les antilymphocytes, ça peut donner comme du trali. Même ici, quand on voit les différents essais de l'autogreffe il y a l'effet centre. Par exemple, un centre qui a l'habitude de greffer les patients qui ont une sclérodermie, il y a moins de complications que les centres qui greffent moins de ces patients. Donc, même en France, c'est pas tous les centres qui font ça. Et en même temps, mais après, il faut un entraînement, il faut un suivi vraiment régulier et pousser au début, en fait, le CMV, EBV, tous ces trucs-là, parce qu'il y a ceux qui réactivent le BV. Je sais pas, est-ce qu'on a l'accès rapide, en fait, à la PCR EBV dans les différents CHU. ouais, ouais. Dose MMF, tu l'as Après, bien dit, hein? après, Ouais, ouais, je pense que c'est possible, c'est pas quelque chose qui est... Si on commence à greffer, pourquoi pas? Mais la question qui se pose, c'est pas seulement de greffer, c'est de reconnaître en fait, les patients à greffer, de les ouais. sélectionner. Sélectionner les patients, C'est sélectionner. surtout ça qui est Ouais, difficile. Et ouais. avant de les sélectionner, il faut vraiment en fait, une évaluation vraiment Mm. globale, minutieuse. Et après, il faut une équipe expérimentée, une réanimation qui sait bien gérer parce qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi au cours de la greffe. Parce que quand tu mets des anti-lymphocytes, il y a ceux qui font des chocs cytokiniques. On commence par des doses progressives et on augmente. Mais pourquoi pas, hein. Je pense Mm. que si une équipe s'entraîne, ils peuvent le faire. Ouais. Dose de MMF, tu l'as bien dit, hein, c'est 3 grammes, on est d'accord. S'il est bien Oui, toléré, on utilise 3 grammes. c'est bien toléré. Euh, Après, généralement, on peut ouais. utiliser 3 grammes 6 mois, puis on peut rebaisser un peu, mais selon la Mm. tolérance. Mais généralement, dans les essais, c'est 3 3 grammes. grammes. Ouais. Parfois, Syndrome, on peut mettre moins, hein. d'accord. C'est Syndrome à toi. obstructif. Ouais. Syndrome obstructif ou mixte chez les patients sclérodermiques, quelle est la conduite à tenir? Il parle des EFR ici. Après, la sclérodermie ne donne pas des syndromes Ouais, obstructifs. ouais, Après, il y a des syndromes obstructifs par alvéolite distale, hein. Ça, on va voir les DEP. Je pense que ça baisse à 75 ou 25 au début, je pense. Ça, généralement, il faut rechercher le Gougerot. Et généralement, tu trouves des VR augmentés. ouais. Mais c'est corticosensible, mais c'est rare. Et généralement, ça donne pas des... Il faut rechercher s'il n'y a pas de BPCO, surtout. Bon, parfait. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Je rappelle, enfin, je remercie, hein, merci Nassim pour ta présentation, pour ton temps, ton investissement. Je rappelle que le docteur Haïti, il a longtemps travaillé à l'hôpital Saint-Louis avec Dominique Farge sur les autographes. C'est un centre de référence de prise en charge de sclérodermie. Donc, il nous a partagé son expérience et félicitations pour tes papiers, hein. Et si vous avez d'autres questions plus tard, peut-être les poser sur le groupe. On essaiera d'y répondre, quoi. Tu peux enfin, conclure en 2 mots, Nassim. Ah, ça m'a fait plaisir, en fait, de partager ma Bon, petite merci expérience beaucoup. avec vous et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Voilà, vous pouvez le contacter Et je pense directement. que tout est possible. La greffe, c'est possible de la faire dans un centre s'il est bien entraîné. En fait. Par contre, il faut des équipes qui s'entraînent à ça. Bon, parfait, hein. On souhaite bonne soirée à tout le monde, bon week-end et à très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Allez, au revoir. Allah yasahel. Salam alaikum.